Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum International Construction Bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler encore une fois de décarbonation de la filière et de carbone. Pour en parler avec moi, monsieur Maxime Chaumet, bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes le directeur général de France Bois Forêt. France Bois Forêt, qu'est-ce que c'est ? C'est l'interprofession de la filière, c'est-à-dire c'est l'organisation qui regroupe les fédérations qui représentent les différents maillons de la filière forêt-bois. À côté de vous, monsieur Hugues-Marie Olayer, bonjour. Bonjour. Hugues-Marie, vous êtes directeur chez Carbone 4. Carbone 4, on ne présente pas, mais vous allez me présenter. Donc nous, Carbone 4, on est une entreprise prioritairement qui conseille les entreprises sur le sujet du climat et de la biodiversité. On a aussi d'autres activités de production de données pour le compte du secteur financier, d'action au contact du grand public et aussi de formation. Voilà, on est aujourd'hui 200 répartis aux quatre coins de la France. Et donc vous avez travaillé ensemble, à la demande de France Bois Forêt, vous avez réalisé une étude. Quelle est cette étude, Maxime? Et expliquez-nous un peu ce que vous cherchiez. Alors l'étude, elle a été commandée par France Bois Forêt avec le DIFAB et Copacel pour représenter vraiment tous les métiers et les maillons de la filière. Donc ça, il faut vraiment le souligner parce que c'est vraiment une première dans notre filière. L'objectif de cette étude, c'était d'avoir une vision prospective de notre filière et de sa contribution à la neutralité carbone. Donc l'objectif qui avait été fixé dans le cahier des charges entre guillemets qu'on avait soumis à Carbone 4, c'était vraiment de dresser un scénario prospectif de la filière avec une modélisation aussi des flux dans notre filière. Donc des flux entrants et sortants, j'allais dire, c'est ça? En prenant exactement les flux entrants, on va dire la récolte, mais en intégrant également le réemploi, le recyclage, les importations, les exportations, et en regardant les différents usages du bois, tant pour la construction, bon, on est ici sur un forum dédié à cela, mais en passant également par l'énergie, les industries diverses et variées. Le papier et tout ce qui concerne, on va dire, le bois et la forêt, c'est ça? Comment avez-vous travaillé et expliquez-nous un petit peu votre démarche et votre méthodologie, s'il vous plaît. C'est un travail qui a pris à peu près une année. Donc c'est assez long finalement pour des projets de ce qu'on a l'habitude de faire. La manière dont on a travaillé, c'est d'abord, comme disait Maxime, en fait, avec tous les acteurs de la filière. Ça, c'était un peu particulier. On a eu énormément d'échanges avec les organisations professionnelles, avec les entreprises de la filière, parce qu'en fait, la première chose qu'on a commencé par faire, c'est une photo de à quoi ressemble physiquement cette filière forêt-bois en 2019. Photo des flux physiques. Comment elle se concrétise? Comment elle est? Exactement. Et donc, on a restitué ça sous la forme d'un diagramme qui porte le nom barbare de diagramme de Sankey, mais qui effectivement représente les flux, comme le disait Maxime, de la récolte jusqu'aux usages finaux, nécessitant pour ça des données, et des données qui étaient soit parcellaires, soit de qualité pas forcément optimale, et qui a donc nécessité d'aller toquer aux portes des uns et des autres pour retrouver les bonnes données et reconstituer ce diagramme, qui est finalement quelque chose d'inédit. Et ça a été le point de départ fondamental déjà du travail. Pour vous, c'était important d'avoir à un instant T une représentation de toute cette filière, de l'ensemble de la filière bois-forêt. C'était nécessaire, d'avoir une vision au temps zéro, qu'on a fixé à 2019. Mais maintenant, en plus, on va avoir cet outil pour la vision prospective, c'est-à-dire comment, en fonction des hypothèses qu'on va faire, comment justement on va réussir à boucler et avoir ce diagramme de répartition des flux dans la filière. Et un point très important aussi, c'est que ça permet de bien montrer l'articulation des flux et l'interdépendance des différents maillons de la filière, des différentes composantes de qualité, bois d'œuvre, bois industrie, bois énergie. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est tout qui doit fonctionner ensemble dans un certain équilibre. Et si l'un tire plus la couverture à soi, le problème c'est que ça fait tomber les autres. Et ça, ce travail a permis de le montrer de manière très nette. Est-ce qu'il y a des équilibres qui fonctionnent bien aujourd'hui et d'autres qui fonctionneraient moins bien, qui auraient besoin d'être améliorés, par exemple, de ce qui ressort de ce travail? Un point, c'est que si demain vous voulez servir la décarbonation de l'aéronautique avec des biocarburants liquides faits à base de lignes cellulosiques, donc de bois, vous allez complètement déséquilibrer les flux de la filière avec un tirage par le bois énergie carburant liquide énorme.
Et donc du bois que vous auriez pu utiliser en matière, par exemple pour faire de la construction, eh bien vous l'aurez en fait transformé pour faire du carburant pour aller faire un Paris-Madrid pour un week-end. Voilà, là on a un gros déséquilibre. Maxime, sur non, mais c'est exactement ces équilibres. C'est une hypothèse qu'on a faite au début de cette étude. Effectivement, on ne traite pas de la production d'énergie liquide pour l'aéronautique notamment. Et c'est effectivement, mais comme l'a dit Hugues-Marie, l'une des conclusions vraiment importantes de cette étude, ça a été de montrer, même si on le savait, mais elle le met vraiment en lumière, l'interdépendance de tous les maillons. C'est pour ça aussi qu'elle est importante de l'avoir fait avec la totalité de la chaîne. Vous m'avez montré un risque de déséquilibre. Est-ce que vous avez un équilibre, un exemple d'équilibre qui fonctionne bien ? Bah, typiquement, par exemple, tout ce qui est issu de ce qu'on appelle les connexes de Syrie, donc tous les reliquats des processus de première ou de deuxième transformation, vont effectivement nourrir. Par exemple, quand on peut encore les utiliser sous forme matière, l'industrie du bois-industrie. Et puis sinon, venir nourrir le bois énergie. Et donc voilà, il y a des complémentarités de flux qui existent bien. Il ne faut pas du tout les mettre à la poubelle demain matin. Pour finir de répondre à votre question sur la méthode, il y avait ensuite deux autres composantes. C'est se projeter dans le futur sous deux angles. La demande, comment cette demande peut évoluer dans le contexte de la transformation bas carbone de l'économie. Ça, c'est important parce que l'économie décarbonée, ce n'est pas le reflet de l'économie d'aujourd'hui. Et donc, on peut avoir des demandes croissantes, par exemple le bois pour la construction. Et le contexte de l'offre, c'est-à-dire la forêt, comment elle se comporte et qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en récolter dans le contexte du changement climatique. Contexte du changement climatique et de forêt qui est parfois malade. Ça, vous l'avez pris en compte tout également. À fait. Et on l'a complètement pris en compte pour l'anticiper et pour ne pas effectivement avoir d'un côté des magnifiques histoires de développement des produits bois sans en face une ressource disponible de qualité pour pouvoir servir cette offre. Et donc ça, c'était tout le dernier volet de la méthode, de faire boucler, de trouver ce fameux bouclage, ce chemin de crête qui permet de réunir potentiellement des injonctions contradictoires, des antagonismes, et on a identifié un chemin de crête avec des conditions de succès par contre pour qu'il puisse être réalisé et qu'il puisse être emprunté, et ces conditions de succès sont exigeantes, transformantes pour la filière. Alors, moi j'ai besoin de concret, j'ai besoin de visualiser et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Ces conditions concrètes, c'est quoi par exemple ? Un premier élément, c'est quand on se remet dans le contexte de la forêt, adapter cette forêt. Adapter cette forêt sans attendre. Parce que certes, il y a de l'incertitude scientifique sur quelle est la meilleure manière d'adapter la forêt. Peut-être qu'on n'aura jamais une seule réponse. Par contre, il faut passer à l'échelle ce renouvellement forestier pour avoir des essences adaptées au climat de demain, là où les arbres poussent. Le deuxième point très concret, c'est qu'il y a des vagues de mortalité, des crises dans les forêts. Et des zones, des parcelles peuvent être identifiées comme dépérissantes. Et il faut absolument rendre la récolte beaucoup plus réactive et flexible pour éviter que de dépérissantes, elles deviennent mortes, que la qualité de ce bois s'altère et que potentiellement on ne puisse plus l'utiliser comme matière, tellement la qualité s'est altérée parce qu'on a trop traîné avant de récolter ce bois. Identifier les zones dépérissantes, ça déjà, ça nécessite des transformations. Et deux, récolter de façon agile et rapide. Idem, aujourd'hui, l'outil de travaux forestiers, enfin on va dire la multiplicité des acteurs, n'ont pas forcément cette réactivité. On manque un petit peu de réactivité pour répondre à tous les besoins en même temps et c'est ça la difficulté. La filière, est-ce que vous avez déjà restitué les travaux auprès des différentes filières, de toute la filière, et comment ils ont été reçus et comment ils ont été compris ? Alors, on a présenté cette étude même à la presse en février dernier, et donc elle est même disponible sur le site de France Bois Forêt avec la présentation vidéo et le livrable, donc ça permet quand même d'aller voir plus concrètement les résultats de cette étude. C'est une étude, je dois dire, qui était attendue, je pense, par la filière, puisque on parlait beaucoup de nous, notamment dans la stratégie française énergie-climat, sans qu'on ait d'informations ou de données à apporter. Donc je pense que le travail était vraiment attendu par la filière et il a été bien compris, bien pris également, puisque tout le monde a vraiment joué le jeu pendant un an, enfin c'est ce que Marie a dit, mais tout le monde a été impliqué dans cette étude. C'est pas Carbone 4 qui arrive et nous présente les résultats de cette étude, ça a été vraiment une co-construction avec les professionnels. C'est une co-construction avec les professionnels et c'est quelque chose, il y a eu beaucoup d'échanges sur... De toute façon, c'était difficile de faire autrement, j'imagine. Non, tout à fait, parce qu'il y a une connaissance, une expertise dans l'ensemble, enfin chez l'ensemble des acteurs qui est très forte. Et nous, on n'arrivait pas du tout avec cette prétention d'expertise absolue et avec quelque chose de déjà prédéterminé. Ouais.
Vous parlez de chemin de crête. Donc un chemin, c'est quelque chose qui avance. À une crête, on sait tous ce que c'est. Donc il ne faut pas tomber d'un côté et puis pas tomber de l'autre. En gros, c'est trouver les grands équilibres de la filière, c'est ça, ce travail que vous avez réalisé? Oui, en tout cas, ça trace effectivement une voie équilibrée typiquement dans ces différents flux. Quand on projette ce fameux diagramme de flux à l'horizon 2050, on voit qu'effectivement, on retrouve un équilibre, même si ces flux ont évolué de façon individuelle. Un point très concret, toujours de conditions de succès dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi, par exemple, dans l'outil industriel de transformation, de pouvoir s'adapter à des qualités qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas forcément en entrée de série, que ce soit de diamètre, que ce soit de qualité de bois parce qu'ils sont dépérissants, et donc être peut-être plus flexible dans ce domaine-là. C'est aussi développer du côté des débouchés qui permettent de valoriser sous forme matière dans des produits qui ont des durées de vie longues, le bois, par exemple dans les isolants. J'ai tout à l'heure vu là, dans les différents stands d'exposants des producteurs d'isolants bois. C'est par exemple une filière, un débouché qui permet effectivement d'avoir des produits qui vont stocker le carbone durablement avec une compétitivité carbone importante. Et pour finir sur la compétitivité, une autre condition de succès, c'est que ces activités industrielles qui s'étoffent en France pour accompagner le développement de la filière ne se fera que si elle est compétitive. Et cette compétitivité, un des points clés qu'on a pu identifier, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation d'énergie des industriels de la filière, c'est-à-dire flécher une partie du bois énergie vers les acteurs de la transformation pour sécher le bois avec de la biomasse forestière et qui effectivement est une forme de protection de leur compétitivité. C'est plus logique de toute façon d'aller sécher du bois avec du déchet de bois qu'on produit sur place. Oui, c'est mieux de le faire comme ça qu'avec du gaz fossile, ouais. Une dernière question, un dernier exemple de comment les choses vont se passer et où on va trouver ces équilibres. Alors, comment les choses vont se passer, enfin, je ne sais pas si on a la prétention via cette étude de dire comment ça va se passer. Non, pas de dire comment ça va se passer, mais en tout cas, ce que vous avez identifié comme... On a plusieurs leviers sur lesquels, en tout cas, c'est les leviers qu'on a mis en avant. Maintenant, c'est à nous de les actionner, entre guillemets. Et puis, il y a aussi un scénario de société aussi. Ça va être comment aussi le citoyen... que nous sommes va agir demain. On va avoir un développement, en tout cas c'est mis en avant dans l'étude, mais du réemploi et du recyclage également. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements même chez les industriels qui commencent à s'opérer. Mais si on prend par exemple l'ameublement, il va y avoir une façon de réfléchir les meubles demain qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Il va falloir penser à une éco-conception, à du réemploi des matériaux, et donc ça va être vraiment un changement dans l'organisation même des entreprises. Voilà, on a vu ici tout à l'heure qu'on pouvait réemployer du bois en structure, du bois qui avait 50 ans ou 100 ans même, sans difficulté. Un dernier mot sur cette étude. En fait, je pense que le terme de chemin de crête, moi je l'aime bien, parce que ça montre qu'il y a une vision pour cette filière qui peut se structurer, qui est positive, qui nécessite des efforts et de la part de finalement tous les acteurs. Il n'y a personne qui se retrouve un peu passager clandestin dans cette histoire. Tout le monde doit un peu mettre la main à la pâte et se transformer. Et ça peut quand même aussi permettre de lever des difficultés que la filière rencontre aujourd'hui, d'attractivité par exemple en termes d'emploi. C'est pas forcément là où les personnes se disent tiens, je vais envie de travailler, alors que pourtant la contribution pour notre futur elle est massive via cette filière. Il y a aussi des enjeux de perception de la forêt et des travaux forestiers. Une coupe en forêt peut être de plus en plus perçue par le grand public comme une attaque à l'environnement, alors qu'on comprend bien dans ce cycle que c'est partie prenante de ce cycle pour permettre aussi de décarboner. Vous avez pris en compte cet aspect sociétal, on va dire, cet aspect d'acceptation de l'exploitation de la forêt. Je dirais que ce n'était pas un élément clé de notre étude. Par contre, forcément, c'est en filigrane. Là, dans notre étude, il s'avère qu'il y a une hausse de la récolte d'environ 20% qui est nécessaire pour que ce chemin de crête se réalise. Effectivement, l'acceptation sociétale des travaux en forêt, elle doit s'améliorer. La mobilisation aussi des propriétaires forestiers privés également, parce qu'aujourd'hui, c'est là où on constate que la gestion forestière est la moins forte, voire défaillante. Activer les propriétaires forestiers pour qu'eux-mêmes adaptent leur forêt, récoltent le bois qui est présent. Viennent se mettre sur ce chemin de crête. Et vous voyez que ça, quand je le dis, les acteurs de la filière propriétaires privés, enfin forestiers privés, ne sont pas extrêmement contents qu'on dise ça et qu'on leur demande plus d'efforts. Et pourtant, voilà, vous voyez que tout le monde, effectivement, doit contribuer pour que ce chemin s'emprunte. Maxime, vous avez le mot de la fin sur cette étude.
Non, mais je pense que c'est une étude structurante pour la filière pour bien des raisons. D'une part, comme je l'ai dit, elle a été réalisée entre guillemets en grande filière, comme on aime le dire, c'est-à-dire avec toutes les parties prenantes de la filière. Et ça, je crois que c'est une première, donc c'est vraiment un point important. Et structurante aussi parce qu'elle offre une vision. Et parce qu'on voit, par ce chemin de crête, comme le dit Hugues-Marie, que c'est possible. Et qu'on n'atteindra pas la neutralité carbone à horizon 2050 sans la filière forêt-bois. En tout cas, on a des éléments maintenant factuels, on le savait, mais qui démontrent que cette filière est indispensable pour atteindre cette neutralité carbone. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, hein, c'est celui de puits de carbone. Je vais vous demander de le prononcer. C'est pas faux. Typiquement, c'est dans ce chemin vers la neutralité, la notion de puits de carbone est essentielle. Pour la redire simplement aux personnes qui regarderont cet échange, atteindre la neutralité carbone en 2050 en France, ça veut dire faire baisser nos émissions jusqu'à un certain niveau, disons 80 millions de tonnes de CO2 par an, et en face, mettre des puits de carbone du même niveau, 80 millions de tonnes de CO2 séquestrées la même année. Et dans ces puits de carbone, il y a différentes composantes, mais la composante principale, ça reste le puits de carbone forestier. On peut avoir des puits de carbone autres, comme les zones humides, des puits de carbone technologiques, mais en tout cas, la forêt est et demain sera une fraction très importante du puits de carbone. Et le sujet, c'est que malheureusement, dans les décennies qui se sont écoulées, la fonction de puits de carbone de la forêt s'est complètement amenuisée pour des raisons explicables, d'accroissement forestier moindre, de mortalité en forêt qui s'accroît, de prélèvements aussi qui augmentent. Et donc, faire reposer sur la forêt demain des ambitions de puits de carbone extrêmement élevées se ferait forcément au détriment de la capacité de production de la filière forêt-bois et donc du service rendu par les produits bois pour la décarbonation de l'économie. Donc vous voyez qu'il y a cet antagonisme qui est à gérer et donc trouver le bon niveau de puits au regard des autres fonctions apportées par la filière. Et on est toujours sur notre crête. Exactement, c'est la crête. Donc l'étude est disponible sur le site de France Bois Forêt. Écoutez, je vous remercie messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal de parler de travail de Carbone 4 donc avec France Bois Forêt pour voir comment on allait trouver un bon chemin pour la forêt française et pour la construction bois ici, mais d'autres usages du bois. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum international Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.